Bonjour tout le monde. Donc, très ravi de partager quelques moments avec vous. Donc, ça fait quelques années d'ailleurs maintenant que je viens en Algérie pour partager certaines informations, certaines solutions que Cisco met en place, donc pour pouvoir sécuriser de plus en plus l'IT. Donc aujourd'hui, en fait, on a choisi ce thème pour une chose, c'est vous donner de la visibilité. Donc en fait, aujourd'hui, les clients, donc la première des choses, c'est d'avoir une idée de qu'est-ce qu'on a envie de sécuriser. D'accord? Donc c'est la première question qu'on se pose en sécurité. Qu'est-ce que j'ai en interne et dont j'ai besoin de sécuriser? Quels sont mes systèmes critiques? Donc en général, les clients, donc vous avez une idée assez précise en général, donc disons dans la moyenne, de ce que vous voulez sécuriser. Donc la deuxième chose qui est moins probable, c'est qu'est-ce qu'il y a à l'extérieur qui peut essayer de rentrer dans mon réseau. Donc qu'est-ce qu'il y a comme attaque, qu'est-ce qu'il y a comme tendance de hacking à l'extérieur, donc qui va rendre ce que j'ai en interne un peu accessible. Donc aujourd'hui, en fait, le rapport de Cisco avec quelques partenaires, donc chaque année, on fait un rapport donc pour vous donner une visibilité de qu'est-ce qui existe comme tendance, quelles sont les infrastructures qui sont utilisées par les hackers, quelles sont les tendances en termes de défense que nos clients, donc pour ce rapport-là, on a utilisé une palette à peu près de 4000 clients, donc répartis partout dans le monde, donc en Afrique, en Middle East, en Europe, aux US et au Canada. Donc, qu'est-ce qu'ils utilisent comme contre-mesure pour pouvoir se défendre? Donc, ce rapport nous permet donc d'avoir une visibilité sur le niveau, premièrement, le niveau de sophistication, des méthodes qui sont utilisées aujourd'hui pour pouvoir rentrer dans le réseau des clients en général et l'impact que ça peut avoir. La deuxième chose, c'est que de plus en plus, les hackers ont tendance à utiliser des techniques évasives pour pouvoir rentrer dans les réseaux. D'accord? Vous pouvez avoir une architecture type qu'on retrouve en général, firewall, IPS, antivirus, etc. Donc, ils comprennent, ils étudient et ils définissent des techniques évasives pour pouvoir bypasser ces points de contrôle qu'on met en place. Troisième chose, ils comprennent qu'il y a des nouvelles technologies. D'accord? Donc, on a tous parlé de digitalisation des IoT, donc l'Internet des objets. Ils utilisent ces nouveaux protocoles ou bien ces nouvelles technologies, donc qui sont en général moins sécurisées que les technologies qu'on connaissait avant, pour pouvoir rentrer de manière très facile dans les réseaux. Parce que comme disait mon collègue Mehdi hier, l'attaqueur, le hacker en général, il est assez paresseux, donc il utilise toujours le tremplin le plus facile pour pouvoir essayer de rentrer dans le réseau des clients. Donc la première des choses, donc le premier point sur lequel je vais vous donner un aperçu, c'est la visibilité. Donc la visibilité, c'est extrêmement important. Pourquoi? Parce que la sécurité, c'est deux choses. Premièrement, c'est la visibilité et le contrôle. Pas de visibilité, on ne peut pas contrôler. Et si on contrôle sans visibilité, on n'a aucune idée de l'efficacité de notre contrôle parce qu'on n'a pas une visibilité de notre contrôle. Si on n'a pas de visibilité, on peut contrôler, mais on ne contrôle pas assez, parce qu'on ne sait pas ce qu'on contrôle en réalité. On ne sait pas ce qu'on sécurise. D'accord? Et ça devient de plus en plus difficile. Donc le rapport de Cisco a montré qu'en 2016, c'était à peu près 38% du trafic qui était encrypté, du trafic web était encrypté. Je vais vous dire pourquoi c'est important. En octobre 2017, plus de 50% du trafic web est encrypté. D'accord? Et je suis sûr que vous le ressentez en tant que IT pour le besoin d'avoir une visibilité dans ce trafic encrypté. Et c'est extrêmement important d'avoir une visibilité dans ce trafic encrypté parce qu'on a pris 400 000 samples de malware. Et d'après l'étude, ces 400 000 samples malware, en 2016, 19% utilisaient de l'encryption, au moins une fois durant leur vie, donc durant la vie du malware. D'accord? Et on a vu une évolution, donc vu que le trafic encrypté augmente,
Donc les hackers vont s'introduire dans ce trafic encrypté pour pouvoir faire des échanges. Et ça peut être juste pour dropper quelque chose ou bien pour faire de la communication entre le control command server. Donc pour pouvoir recevoir ou bien pour donner des ordres. D'accord? Donc on a vu une évolution, c'est passé de 19% des malwares qui utilisaient des trafics encryptés à 70% de ces malwares-là qui utilisent du trafic encrypté. D'où le besoin d'aller à l'intérieur de ce qui est encrypté et d'avoir une visibilité. Ce qui n'est pas toujours facile parce que ça consomme énormément de ressources et c'est un challenge aujourd'hui. Comment je peux décrypter mon trafic? Et quand on regarde les tendances pour pouvoir avoir cette visibilité aujourd'hui, ce n'est pas de décrypter le trafic, mais c'est d'avoir des machines, de l'intelligence qui est assez poussée pour pouvoir apprendre un trafic encrypté et ne pas avoir besoin de décrypter le trafic, mais de prendre le trafic encrypté et de prendre des métadatas de ce trafic et pouvoir le comparer au trafic encrypté des malwares. Et donc ça, c'est grâce au machine learning, on verra tout à l'heure, et à l'intelligence artificielle qu'on le fait. Donc le mail est le plus grand vecteur de malware aujourd'hui. D'accord? Donc on est tous convaincus de ça. Donc quels sont les fichiers qui sont les plus utilisés? D'après ce rapport-là, pendant 1 an de visibilité sur un bon bout de trafic Internet. Sachant que Cisco voit à peu près 35% du trafic email mondial. D'accord? Donc on a vu que les documents, qu'on a fait le top list des extensions qui étaient les plus utilisées, donc pour véhiculer des malwares, on a vu que Office représentait 38%. 38% des fichiers, des extensions qui étaient utilisés. D'accord? Pour vous donner une idée de où est-ce qu'il faut aller si on a envie de mieux augmenter notre posture de sécurité. 37%, c'était des fichiers archivés. .rar, .zip, .jar, etc. Donc qui sont utilisés pour pouvoir véhiculer des malwares. PDF, 14% des fichiers PDF étaient utilisés pour véhiculer des malwares. Et donc quand on regarde les tendances sont saisonnières. D'accord? Donc quand on regarde le premier semestre 2017, on a vu qu'ils utilisaient plus de documents Office que durant le second semestre. Pourquoi? Parce que comme les gens ont su qu'on utilisait plus de documents Office, donc ils swappent. Donc ils utilisent d'autres technologies que les documents Office. D'accord? Parce qu'ils ont été identifiés, quand on identifie qu'on utilise plus de types de documents, donc en général les défendants, nous les défendants, vous les défendants, vous passez un peu plus de temps à regarder certains types de fichiers. D'accord? Donc ils changent. Les types d'évasion. Donc on disait tout à l'heure qu'ils utilisent de plus en plus des techniques d'évasion pour pouvoir bypasser vos points de contrôle. Et l'une des techniques qui est utilisée, ce sont des techniques d'évasion du sandboxing. Sachant que le sandboxing, c'est une technique pour pouvoir déterminer ce qu'on ne connaît pas. On ne sait pas que c'est un malware, on n'est pas sûr du tout que c'est un malware, c'est suspect, on prend le fichier, on le met dans un endroit neutre, on l'exécute pour regarder le comportement de ce fichier. D'accord? Et donc, ils ont utilisé, donc on a vu utiliser 2 techniques ingénieuses de bypass. L'un, c'est le malware dit, donc il y a un code dans le malware qui lui dit que tu t'exécutes que quand on ferme le fichier. Sachant que dans le sandbox, on ouvre les fichiers, mais on n'a pas tendance à les fermer. En général, c'est l'interaction humaine qui a tendance à fermer les fichiers. D'accord? Donc du coup, comme le sandbox ne ferme pas le fichier, le code ne s'exécute jamais. Et on dit que le code est bon, on reste centré. Deuxième technique qu'on a vue, en général, vous savez bien que dans les documents PDF, on peut attacher d'autres documents Office à l'intérieur. D'accord? Et quand on bouge le document PDF, ce document qui est attaché bouge avec ce document PDF. Donc quand on envoie un email avec le document PDF, il attache en son sein le document Office, par exemple, ou Word, où on peut injecter donc, des codes. Il bouge avec ce document-là. Mais quand on le met dans un sandbox, il exécute que la partie PDF en général. Si on n'a pas des techniques de sandboxing assez poussées pour regarder les fichiers qui sont attachés et exécuter les fichiers qui sont attachés à ces fichiers PDF. D'accord? Donc c'est principalement ces 2 techniques-là qu'on a plus ou moins vues d'offuscation, de sandboxing. Sachant que j'ai essayé de raccourcir au plus, donc on a le rapport qui est disponible publiquement si vous voulez avoir plus d'informations. Donc de nouveaux types de malware.
Donc mon collègue tout à l'heure va parler du ransomware durant l'atelier, mais sachez que le ransomware basé sur le réseau, ce sont des ransomware qui n'ont pas besoin d'intervention humaine pour pouvoir se protéger. D'accord? On a parlé tout à l'heure du protocole SMB, donc qui est jusqu'à présent, on voit des niveaux d'exposition. On verra tout à l'heure comment donc le process de patch qui est presque pas inexistant, mais on va voir que les entreprises n'utilisent pas des process de patching, même si les vulnérabilités sont connues, publiées, etc. Donc on voit de plus en plus, donc pour pouvoir avoir une infection plus rapide, ne pas attendre l'intervention humaine, on voit des ransomware, donc des malwares qui utilisent les techniques des worms, donc qui s'auto-infectent, donc qui infectent de manière automatique les utilisateurs, donc sans intervention humaine. Donc c'était le cas de WannaCry, c'était le cas de Nieta ou Pieta, et c'était le cas, donc si vous vous rappelez bien, d'un ransomware qui s'appelait SamSam en 2016. Peut-être pas très connu, mais ça avait déjà commencé en 2016. Et beaucoup de gens disent que c'était des tests. Quand on regarde WannaCry, ce n'était pas pour gagner de l'argent. Avec WannaCry, les utilisateurs de WannaCry ont gagné à peine 90 000 à 140 000 dollars en Bitcoin selon la valeur du Bitcoin de l'époque. D'accord? Donc en réalité, c'était un test en réel pour pouvoir voir le taux d'infection qu'ils peuvent avoir selon le temps. Parce qu'il y avait un point pour pouvoir arrêter l'infection qui a été découvert, donc qui a été embarqué au niveau du ransomware. Donc l'utilisation du cloud, on en parle beaucoup. Aujourd'hui, c'est une réalité. Les études de midi hier ont montré que plus ou moins 30% des entreprises algériennes utilisent avec l'accord des DSI. Il faut savoir que globalement, on a 53% des entreprises qui admettent utiliser le cloud pour manager au moins la moitié de leur infrastructure. Pour plusieurs raisons. Pour plus de sécurité, pour plus de scalabilité, donc flexibilité, donc pour facilité d'utilisation et pour de temps en temps, un manque de personnel en interne. Donc, on utilise le cloud. Donc, si le cloud est utilisé, bien sûr, le cloud devient quelque chose de très légitime. Si on n'a pas d'utilisateur en interne de cloud, bien sûr, quand on voit des communications aller sur le cloud, c'est suspect. Mais le fait qu'on adopte le cloud, du coup, on utilise de plus en plus le cloud. Le cloud est whitelisté sur nos points de contrôle en général. Et le trafic vers le cloud devient très légitime. Les hackers le savent, donc ce qu'ils font, au lieu d'utiliser leur infrastructure existante sur le web, ils utilisent des services qui sont légitimes comme Microsoft Azure, comme Google Services, comme Amazon, pour pouvoir hoster leur infrastructure. D'accord? Donc les gens ne prennent pas la peine justement de suspecter un trafic qui va vers le cloud. Du coup, ils utilisent moins leur infrastructure de commande-contrôle. Ils sont plus flexibles parce que c'est le cloud. Ils peuvent spinner du commande-contrôle infrastructure quand ils veulent. Ils n'utilisent pas leur domaine, etc. Donc, ils sont beaucoup plus flexibles et moins détectables parce qu'ils utilisent du service totalement basé sur le cloud. Le DDoS. Donc, le rapport a montré qu'il y a une tendance de diminution du DDoS basé sur le volume, donc du volumétrique DDoS. Et plutôt, on voit de plus en plus de DDoS basé sur l'application, donc du DDoS applicatif. Donc on a vu qu'il y avait des tendances d'utilisation de tout ce qui est DDoS d'amplification, d'accord, qui est un type d'attaque qui a été utilisé dernièrement contre, je ne sais pas si vous connaissez GitHub, qui a été utilisé pour GitHub dernièrement, contre GitHub. Pourtant, ce rapport est sorti quelques semaines avant cette attaque-là. Et sur les 4000 clients qui ont été interrogés durant cette étude, 2/5 admettent avoir subi une attaque d'amplification DDoS, donc qui est une tendance aujourd'hui. D'accord? Donc pour plus de détails sur comment ça marche, on pourrait en discuter tout à l'heure. Et 2/3 admettent avoir des solutions pour pouvoir les contrer et ont pu contrer ces attaques-là. Donc l'utilisation des domaines. Donc pour comprendre pourquoi on utilise les domaines dans le hacking, donc il faut comprendre comment marche un malware. Donc il y a très peu de malwares qui sont autosuffisants. Beaucoup de malwares ont besoin de se connecter à l'extérieur à une infrastructure de contrôle commande. Donc notamment si on prend l'exemple de ransomware qui est très
aujourd'hui connue, ransomware n'est actif que s'il se connecte à une infrastructure de contrôle-commande pour pouvoir récupérer une clé qui va lui permettre d'encrypter les clés qui ont été générées pour encrypter les fichiers qui sont au niveau du host qui est infecté. Donc du coup, pour cette communication, ils ont besoin de domaines qui va leur permettre de pouvoir se connecter à ces réseaux-là parce qu'ils n'utilisent pas d'adresse IP. L'adresse IP, c'est une ressource chère. Donc, pourquoi utiliser une adresse IP si je peux utiliser un domaine et avoir accès à l'adresse IP en faisant une requête DNS? Donc du coup, en analysant les domaines, donc sur plus de 4 millions de domaines, donc on a vu que les domaines qui étaient malicieux, 60% de ces domaines-là sont utilisés en général pour du spam. Donc on voit que le spam est toujours là. Même si la quantité de spam diminuait avant, à cause des exploit kits, on a vu que l'utilisation des exploit kits ont diminué. Du coup, on utilise de plus en plus de spam pour pouvoir avoir accès aux gens. 20% pour faire du malvertising et 20% pour les autres types d'attaques. Et parmi ces domaines malicieux, on voit que 20% sont enregistrés et utilisés dans la même semaine. D'accord? Et 80%, ce sont des domaines qu'on enregistre, qu'on utilise plus tard. Et 42%, ce sont des domaines nouveaux. D'accord? C'est extrêmement important parce que ça permet de savoir, en général, vos utilisateurs n'ont pas besoin de se connecter sur des domaines qui sont nouveaux. Si vous avez l'habitude de faire du business, ce n'est pas avec des gens qui ont enregistré leur domaine nouvellement. Cisco.com date de peut-être 20 ans ou 30 ans ou 40 ans. D'accord? Donc, en général, les sites qui sont licites ne sont pas les sites qui sont nouvellement créés. Donc, ça vous donne une idée de qu'est-ce qu'il faut incriminer, taguer comme domaine malicieux et qu'est-ce qu'il faut taguer comme domaine potentiellement malicieux ou comme domaine propre. Menaces internes, on en a parlé tout à l'heure. Donc, on a étudié plus de à peu près 150 000 utilisateurs répartis sur 34 pays, bien sûr avec des clients. Avec du machine learning, donc on a essayé d'identifier. On a vu que 0,5% de ces utilisateurs-là avaient des comportements malicieux. Pourquoi? Ces 0,5% parmi ces 150 000 utilisateurs ont downloadé plus de 5200 documents en un mois et demi, en 45 jours. Ce qui fait une moyenne de, en maths, je pense, 110 documents par jour. Donc ce qui est énorme. Ce qui est énorme. Et quand on regarde, la plupart de ces documents-là ont une extension dans leur nom, data, sont des fichiers PDF, donc des données à l'intérieur en général, et 62% de ces activités se passent durant les heures à l'extérieur des heures de travail. D'accord? Ce qui est un peu suspicieux. Mais ceci a été révélé par des algorithmes de machine learning qui permettent de comprendre le comportement normal et qu'est-ce qui n'est pas normal, donc pas basé sur une signature. Donc IoT, 69% de ces clients qui ont été interrogés disent que oui, l'IoT c'est un vecteur très potentiel en 2018. Et oui, c'est un vecteur potentiel en 2018 parce que tout ce qui est Industrial Control System, donc sont énormément, donc ils ont beaucoup de vulnérabilités et elles ne sont pas patchées. Pourquoi? Parce que leur stabilité en dépend. D'accord? Ce sont en général des systèmes où on a besoin de faire de la production, donc la production prime sur la sécurité. Et ce n'était pas des objets qui ont été créés avec la sécurité à l'intérieur. D'accord? Donc il y a un manque de connaissances au niveau de ce domaine-là. Très peu de gens sont spécialisés donc, au niveau du monde industriel et ils sont de plus en plus exposés à l'Internet. Donc tout ce qui est vulnerability management, donc quand on regarde, donc on voit que l'infection qui s'est passée avec WannaCry, donc la vulnérabilité, donc ça c'est le timeline, vous pouvez regarder les slides, vous aurez les slides après. Donc même quand Microsoft a dit que oui, on est vulnérable, donc en mars, donc ils ont posté, etc. Donc on a vu des clients scanner le réseau, donc il y a eu un taux de détection énorme, mais quand vous voyez, le graphe ne descend pas, les gens ne patchent pas, ou patchent très peu. Même quand c'est passé aux news avec Eternal Blue, donc quand on a dit qu'ils pouvaient exploiter ces vulnérabilités-là, donc les gens ont recommencé à pouvoir à scanner, donc un taux de détection énorme, mais les gens ne patchaient pas jusqu'à ce que WannaCry arrive, et là on a vu que les gens ont commencé à patcher. Donc on patch que émotionnellement, parce qu'on en parle, mais on n'a pas réellement de process de patching, et ça c'est une réalité. Donc la gestion des alertes, on voit qu'on gère très très peu les alertes.
il y a 44% des alertes qui ne sont pas auditées. 44% des alertes qui ne sont pas auditées. Et parmi donc, les 56% des alertes qui sont auditées, il n'y a que 51% de ces alertes-là qui sont remédiées. Le reste, on ne remédie pas. Soit on n'a pas les outils pour remédier, ou bien on les remédie juste pas. D'accord? Donc on peut utiliser des SIM, mais il faut savoir comment gérer ces alertes-là. L'orchestration, donc on voit que le problème de l'orchestration, tout le monde parle de l'automatisation, mais le problème de l'automatisation aujourd'hui, en général, c'est le nombre de vendeurs qu'on a dans notre réseau. Donc le plus de vendeurs, donc le plus de solutions différentes on met dans notre environnement, plus complexe est l'orchestration ou l'automatisation qu'on peut faire au sein de notre entreprise. D'accord? Et quand on regarde, plus on en a, donc jusqu'à 50, 55% des gens disent que aujourd'hui c'est très complexe d'automatiser ce qu'on a en inter pour pouvoir se protéger. Donc on voit de plus en plus aujourd'hui, justement, le fait d'investir en silo, donc que 72% des clients qui ont été surveillés utilisent du best of breed, c'est-à-dire qu'ils prennent le meilleur de chaque chose où ils veulent investir. Ils ne pensent pas à architecture. D'accord? Il y en a 28% qui pensent à une architecture. Et c'est mondial, hein? Ce n'est pas seulement en Afrique. Donc on a vu que 2 minutes. Donc on voit que on doit se focaliser de plus en plus, pas seulement sur la technologie. La technologie nous permet à peine de couvrir 26% des événements, d'accord, de ce qui pourrait arriver à notre entreprise. 26%. Il faut rajouter les hommes et il faut rajouter les process ou les politiques. C'est extrêmement important. Donc les tendances, les dernières tendances, le paysage des menaces va augmenter. Le workspace, donc l'environnement de travail, va de plus en plus vers la digitalisation, donc sera une porte ouverte de plus en plus aux hackers, donc il faut être au courant. De plus en plus, on va rendre des comptes, soit à l'État, ou soit à des organismes de conformité, d'accord? Les budgets seront stables, mais cependant, beaucoup d'entreprises utilisent les budgets de l'année dernière pour pouvoir réallouer des budgets l'année suivante. Et l'utilisation de plus en plus du machine learning et de l'intelligence artificielle. Donc pour pouvoir pallier à tout ce qui n'est pas basé sur les signatures, sachant que les signatures ne sont presque plus utilisables aujourd'hui pour nous sécuriser. D'accord? Machine learning, intelligence artificielle pour pouvoir augmenter notre posture de sécurité. Et enfin, donc le temps de détection qui est extrêmement important, malgré l'augmentation, donc entre 2016 et 2017, on a vu une augmentation, donc 10 fois plus de menaces de malware qu'en 2016. Donc ce qu'on a vu chez Cisco, mais cependant, on a managé le fait de pouvoir mettre en place une architecture, pas des solutions point, ont permis justement de réduire le temps de détection, qui est le temps de détecter quelque chose qu'on ne connaît pas. Ce n'est pas quelque chose qui a une signature, ce n'est pas quelque chose qui a des activités, des indications de compromission qu'on connaît. On ne connaît pas du tout le temps qu'on met pour pouvoir le détecter en utilisant une architecture. Donc il y a des recommandations qui sont très intéressantes que vous pouvez voir tout à l'heure. Donc 7 actions donc, qui sont totalement de temps en temps basées sur les personnes, basées sur les process ou basées sur la technologie que vous pourrez voir tout à l'heure. Pour plus de détails, donc vous avez le rapport qui est disponible sur Internet. Donc le temps a été limité pour pouvoir, mais il y a énormément de données qui restent disponibles à vous. Je vous remercie.